Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dans la même collection. Dans la même collection. 1. Pierre Collard, Les abuseurs sexuels d'enfants et la norme sociale, 2005. 2. Mohamed Natchi et Mathieu de Nanteuil, Éloge du compromis. Pour une nouvelle pratique démocratique, 2006. 3. Lieven van Dekkerkove, Le tatouage. Sociogenèse des normes esthétiques, 2006. 4. Marco Martiniello, André Area et Felice D'Aceto, accent aigu DS. Immigration et intégration en Belgique francophone. État des savoirs, 2007. 5. Francis Rousseau, classé ou collectionné? Réconcilié scientifique et collectionneur, 2007. 6. Paul Gill, Les théories du langage au XX siècle. De la biologie à la dialogique, 2007. 7. Didier Vranken et Laurence Thomsen dire Le social à l'épreuve des parcours de vie, 2008. 8. Pierre Collard dire Rencontre avec les différences. Entre sexe, sciences et culture, 2009. 9. Jean-Louis Dufay, Michel Lys et Christophe Meuret, Théorie de la littérature. Une introduction, 2009. 10. Caroline Segesser et Jean-Philippe Schreiber, Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique, 2010. 11. Ariel Mendez dire Processus. Concept et méthode pour l'analyse temporelle en sciences sociales, 2010. 12. Dominique Deprin, Parier sur l'incertitude, apparaître. 13. Luc Albarello, Société réflexive et pratique de recherche, 2010. 14. Paul Servet dire L'évaluation de la recherche en sciences humaines et sociales. Regard de chercheur, 2011. 15. Jean-Luc Bracler, Anne-Christine Francard, Christophe Janssen, Sophie Tortolano dire Objet transitionnel et objet lien. Regard croisé, 2011. 16. François Morvan, Vers une réponse juridique au totalitarisme, 2012. 17. Anne Meyer-Heine, Sous la Dirdé, Maladie d'Alzheimer. Évolution des dispositifs, évolution des métiers, quelle politique publique, 2012. 18. Paul Gill, Le langage est-il logique? De la raison universelle à la diversité des cultures, 2012. 19. Véronique Muriot, Une histoire des concepts des séries temporelles, 2012. 20. Jean-Louis Dufay et Paul Servet dire, publié en Sciences humaines, 2013. 21. Jean-Luc Bracler, Marcella Cornero et Jean Quinable dire, Violence politique et traumatisme. Processus d'élaboration et de création, 2013. 22. Anne Meyer-Heine, Sous la Dirdé, Éthique, droit et maladie d'Alzheimer, 2014. 23. Benoît Bourgine, Joseph Fameré et Paul Scola à dire, Dieu au risque de la religion, 2014. Les auteurs. Corinne Bousquet est psychopédagogue à la Pouponnière Reine Astrid à la Hulpe. Catherine Compernol est psychothérapeute systémique, psychologue clinicienne à la Ferme du Soleil, centre thérapeutique pour enfants et adolescents. Anne-Christine Frankard est psychothérapeute analytique, psychologue clinicienne et coordinatrice des psychologues et paramédicaux au centre psychothérapeutique de jour Charles-Albert Frère à Marcinelle, chargée de cours à l'Université catholique de Louvain. Christine Dink est psychothérapeute analytique et psychologue clinicienne au Centre pluraliste familial à Libramont. Christine Lebon est psychothérapeute analytique, docteur en sciences psychologiques, assistante à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université catholique de Louvain, psychologue à la SBL Les Tropiques à Uccle. Marie Masse est docteur en sciences psychologiques, chargée de recherche à l'Institut de recherche santé et société IRSS, de l'Université catholique de Louvain, à Bruxelles ou Woluwe. Isabelle Nérinck est psychologue, psychothérapeute systémicienne en privé et au service de santé mentale de Louvain-la-Neuve, formatrice au CFTF, Centre de formation à la thérapie familiale, à Liège. Véronique Pauss est psychothérapeute systémique, psychologue clinicienne à la Ferme du Soleil, Centre thérapeutique pour enfants et adolescents. Pascal Staquet est psychologue au service de placement familial, parcours d'accueil, à Bruxelles.
Sophie Tortolano est psychologue clinicienne et psychothérapeute analytique au service de santé mentale de Louvain-la-Neuve, ainsi que chercheuse clinicienne. Elle travaille également comme coordinatrice à la plateforme de concertation pour la santé mentale en région de Bruxelles-Capitale. Frédéric Van Leuven est psychiatre au Centre psychiatrique Saint-Bernard de Manège. Ophélie Wollseifven est psychothérapeute, psychologue clinicienne à la Ferme du Soleil, centre thérapeutique pour enfants et adolescents. Éric Zuyten est éducateur à l'ASBL Les Tropiques, à Uccle. Préface Muriel Menkens-Fourez et Xavier Render. Ouvrir ce livre, c'est se plonger dans la clinique. Dans une clinique difficile et pointue, dans laquelle les 13 auteurs partagent leurs questions, leurs réussites, leurs découvertes, leurs limites aussi. Ce qui est assez exceptionnel. Au plus près de ce qui se déroule dans l'interaction entre un clinicien et une personne en grande détresse, sans nier les problèmes somatiques qui handicapent. Avec courage et finesse, pas à pas, les auteurs indiquent comment chercher et tenir le fil ténu qui peut faire lien, fil qui peut casser aussi lors d'une séparation, d'un départ, surtout s'il n'a pas pu être testé, s'il n'a pas pu s'élaborer, si la personne n'a pas pu l'introjecter tant elle était fragile ou fragilisée. Car il s'agit bien ici de bénéficiaires souffrant de troubles de l'attachement, d'autisme, de psychose, de patients présentant un fonctionnement borderline, de familles ayant accumulé trop de souffrances, de personnes en fin de vie. Autant de personnes qui, comme le dit Murray Bowen, présentent un faible degré de différenciation du soi et doivent plus fréquemment recourir à une institution, tant leur pôle émotionnel est activé sans le recul donné par ce qu'ils nomment pôle intellectuel. Plus que pour d'autres situations, les dispositifs nécessitent continuité dans les soins et espaces de parole pour éviter les clivages qui conduiraient à l'impasse. Si vous n'êtes pas avec moi, vous êtes contre moi. Dans ce plongeon, le lecteur ne se trouve pas en eau froide mais bien dans la chaleur du contact entre un soignant et un soigné, contact qui se doit de ne pas être fusionnel et s'articule avec prise de distance, recul. La théorie de l'attachement, un des points de référence de l'ouvrage, n'est-elle pas aussi celle du détachement ? La sécurité trouvée grâce à la proximité permet aux petits d'explorer, chaque fois un peu plus loin, tout en venant se ressourcer auprès de la personne connue. C'est ce mouvement perpétuel entre la proximité et la distance, avec toutes les étapes intermédiaires entre ces positions extrêmes, qui constituent la santé, comme l'a développé Étienne Dessois. Contact cadré mais parfois aussi hors cadre, s'il s'agit de se déplacer à domicile, d'accepter une rencontre en dehors des séances prévues, en dehors des normes préconisées. Hors cadre, mais dans le cadre de l'institution qui se doit d'occuper la fonction de contenant, même si rien n'est simple en la matière. Contenant non pas tant par les murs, mais par l'articulation entre professionnels et familles, ce qui se joue à l'intersection entre les deux systèmes est parfois révélateur des enjeux intrafamiliaux, entre professionnels intérieurs et du réseau. En prenant acte de la façon dont le bénéficiaire, à son insu, convoque les uns et les autres ou les divise, les clive. Contenant s'il y a l'espace d'analyse de ce qui se joue entre toutes ces personnes autour du bénéficiaire, même celui qui apparaît le plus isolé, et qui peut éclairer la dynamique relationnelle autour de ce dernier et avec lui. Contenant car il s'agit de résister aux mécanismes de défense du patient, qui peuvent être ressentis par les professionnels comme des mécanismes d'attaque des liens également. Contenant donc pour résister à la destructivité au sens où Winnicott, souvent cité dans cet ouvrage, l'entend. Contenant encore des tensions entre professionnels. Comme l'a enseigné Bowen, lorsqu'il y a angoisse dans un système, la tendance est à la fusion, au rapprochement entre quelques personnes qui s'entendent bien, avec désignation d'un coupable qui peut être intérieur ou extérieur au système concerné. Le plus simple est alors de diaboliser le patient, le collègue, le professionnel du réseau sans voir comment soi-même on joue dans cette pièce, comment au besoin le patient active en nous et entre nous ce genre d'interaction. La position réflexive de chaque professionnel est alors essentielle pour lui permettre d'établir des liens, encore et toujours ce mot lien avec son histoire et de changer de posture. Hors cadre, à titre exceptionnel et uniquement si la situation l'indique bien sûr. Impossible cependant de cocher une séance de thérapie lorsque le psy accompagne toute une journée un autiste en crise et part à la recherche de toutes les personnes clés pour lui.
Impossible aussi de considérer comme une prestation de psychothérapie de 45 minutes, la visite à son ancien domicile de la personne âgée qui n'a pas compris son placement, l'accompagnement d'un jeune et de sa famille à la recherche d'institutions alors que la programmation de la sortie fait crise, ou encore la réunion où les professionnels élaborent. Et pourtant, l'apaisement qui suit en vaut la peine. Bien sûr, pas question ici de prétendre guérir, dans le sens de restitution ad integrum, mais bien de contribuer à donner du sens, d'essayer de décoder sans coder ce qui fait souffrance, ce qui ne peut être dit, voire même pensé, ce qui est non dit fait non-sens et angoisse. Cette séquence pouvant entraîner un passage à l'acte comme le décrit si bien Guy Oslos. Sans mots sur ces situations, sans lien, sans accompagnement, on pourrait bien être tenté de retrouver la conformité envers et contre tout, avec le cortège de non-dits qui ne fait qu'alimenter le cercle vicieux. Et ceci, même pour l'enfant qui n'a pas accès au langage. Dans ce livre où psychanalyse et systémique se côtoient, cette préface est rédigée à 4 mains. Le lecteur voyagera de l'intrapsychique à l'intersubjectif, de la prise en compte de l'ici et maintenant à la dimension historique et transgénérationnelle, du niveau relation de la communication à celui du contenu, de l'effet pragmatique à l'intégration du niveau sémantique, complexité oblige. La pathologie du lien pourrait aussi s'intituler « Les avatars liés à la discontinuité ». Le travail avec la famille, quand c'est possible, en équipe et avec le réseau des professionnels extérieurs prend aussi tout son sens. Car le lien, si difficile à nouer avec le patient, peut vite casser. Aux professionnels de mettre cela au travail, entre eux, en équipe, lors d'un passage d'un service à un autre. Même si parfois cela ne suffit pas, la séparation est quand même vécue comme une rupture. Les résidents doivent quitter, la durée de séjour est limitée dans le temps, les professionnels changent de travail. Les auteurs n'hésitent pas à nous faire part de leurs questions, de leurs moments de crise, des voies créatives trouvées. Avec générosité et appui théorique, ils nous partagent leur savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être, sans pour autant donner des recettes toutes faites. Le lecteur découvrira aussi comment le livret reprenant les éléments clés du parcours de l'enfant, et constitué lors d'un séjour en pouponnière peut devenir une mine d'or pour les questions que tôt ou tard, ce petit bout d'homme se posera. Il profitera des savoirs des jeunes adultes sortis de l'aide à la jeunesse, qui ont été mis en autonomie, et qui ont accepté de témoigner. Paradoxe extrême que l'expression « mise en autonomie » de ces jeunes car l'autonomie cela se gagne, cela ne se donne pas. Toutes les situations cliniques décrites ici illustrent à merveille cette phrase de Philippe Jeanmet, citée dans cet ouvrage. Plus on est en insécurité, plus on dépend d'autrui pour se rassurer, moins on peut recevoir. C'est bien là où la balance donner-recevoir se déséquilibre. Introduction, Anne-Christine Francard et Véronique Pos. Le contexte. Aujourd'hui, de nombreuses demandes adressées aux psychologues cliniciens concernent des souffrances vécues dans le lien parent-enfant. Les interpellations sont multiples et se déclinent différemment. Souffrance du lien tissé entre des parents et leur enfant adopté, souffrance de jeunes dont les liens affectifs se font et se défont au gré de leurs placements successifs dans diverses institutions, souffrance d'enfants tiraillés entre leurs parents d'origine d'une part et leurs parents d'accueil d'autre part, souffrance dans le lien entre un enfant et son parent en prise avec une problématique psychotique. Comme le souligne RKS. Les souffrances psychiques et les pathologies auxquelles nous avons affaire aujourd'hui sont celles des troubles dans la constitution des limites internes et externes de l'appareil psychique, troubles des états limites, troubles ou défauts des enveloppes psychiques et des signifiants de démarcation, défaillance ou défaut des systèmes de liaison ou de déliaison, pathologie des processus de transmission de la vie psychique entre les générations, défiance des processus de transformation. Ce sont des pathologies du narcissisme, de l'originaire et de la symbolisation primaire. Ce sont corrélativement des pathologies du lien intersubjectif. Naissance d'un séminaire. De ces interrogations et constatations est né un séminaire en 2002, initié par 3 cliniciennes et chercheurs. Le point de départ de la réflexion portait sur un questionnement éthiopathologique et thérapeutique centré sur l'évolution dans les demandes d'aide des familles et des enfants, ainsi que dans la façon de les entendre, en particulier les débordements comportementaux diagnostiqués et répertoriés de plus en plus précocement,
les demandes d'aide des familles ou l'intrication des secteurs du médical, du social, du juridique et du psychologique virent de plus en plus souvent à la confusion des places et des rôles de chacun, émergence de nouveaux dispositifs de soins, les nombreuses publications parfois complémentaires mais aussi contradictoires voire antinomiques dans le domaine des troubles de l'attachement, des troubles de la pathologie du lien. En prenant appui sur la clinique des différents participants, cliniciens d'orientation analytique et systémique, le groupe s'est donné comme objectif principal d'approfondir et de croiser les référentiels théoriques qui nous aident à penser notre clinique. Ces pathologies du lien intersubjectif, au centre de plusieurs de nos publications. Vepos et M. Grandry, A.C. Francard, F. Van Leuven et M. Figueroa, nous avaient préalablement conduit à relire dans une dynamique d'après-coup la clinique des nourrissons et celle des enfants et adolescents hospitalisés dans nos institutions et à souligner des similitudes dans les processus en jeu. Le processus engagé au sein de ce séminaire s'est élaboré dans une démarche de construction de ponts, d'articulation entre différents points de vue, différentes logiques qui croisent le développemental, le travail de construction psychique, le circulaire, le systémique en partant des patients et de leurs familles. Qu'est-ce que la pathologie du lien ? Se référer au lien nécessite plusieurs mises au point. En psychanalyse, comme le souligne RKS, le concept moderne de lien est récent dans le champ des objets théoriques de la clinique psychanalytique. Il n'est pas sans ambiguïté ni confusion, et il pose à la clinique, à la méthode et à la théorie psychanalytique des problèmes complexes à élucider. L'auteur propose des avancées métapsychologiques permettant de soutenir la position d'une construction du sujet dans la pluralité des liens et des alliances dans lesquels ils se forment. Le premier mouvement du processus en jeu a visé l'analyse de la littérature à la recherche de concepts porteurs au croisement de la théorie de l'attachement, de la psychanalyse et de la systémique. 1. La théorie de l'attachement. La théorie de l'attachement est considérée comme une théorie clé de la seconde moitié du XXe siècle en psychopathologie et en psychologie. S'intéressant au développement de l'enfant et productive à ce titre pour la réflexion sur la petite enfance, cette théorie, parce qu'elle porte également sur les liens interpersonnels et de séparation, ne peut que croiser les préoccupations en jeu dans les questions qui traversent notre séminaire. Introduite en France grâce aux travaux et aux recherches menées dans les années 1950, en lien avec l'équipe de J. Bowlby, par M. David et G. Appel qui s'intéressent aux effets sur les enfants de tous les âges, des séparations à court et long terme ainsi que des carences de soins maternels, elle offre des perspectives intéressantes non seulement pour approche clinique dans le traitement des situations individuelles, mais également pour le sens des politiques publiques de soutien aux enfants en difficulté et à leurs parents. En analysant la littérature de ces 15 dernières années, une catégorie impressionnante de recherches, surtout dans les pays anglo-saxons, s'intéresse à répertorier les troubles de l'attachement. Brodzinski, Verhulst et al. Yorn et al. La position est nosographique, elle s'inscrit dans la mouvance des outils de classement tels le DSM-4. Un second groupe d'articles et de livres développe les rapprochements entre les enseignements de Bowlby, avec l'avancée de découvertes scientifiques. Nell Lambert et Françoise Lostra abordent la dimension neurobiologique de l'attachement en soulignant qu'il résulte des interactions complexes entre différentes hormones et neurotransmetteurs sous l'influence conjointe de contraintes génétiques et de facteurs environnementaux. L'attachement vu sous l'angle de la proximité et de la sécurité est, selon ces chercheurs, un avantage sélectif. L'ocytocine et la vasopressine sont deux hormones qui, associées à la mémoire, interagissent pour assurer un attachement sécure. De son côté, Olivier Réal-Delsart considère les différents types d'attachements sécures anxieux évitants comme des configurations génétiquement préinformées et adaptatives aussi bien pour les parents que pour les enfants. Dans le domaine des théories évolutionnistes, certains chercheurs, tels B. Pierre Humbert, associent des facteurs biologiques, tels l'ocytocine, à des facteurs relationnels et intrapsychiques. L'auteur nuance et critique les études qui ont transposé trop rapidement la connaissance animale à la spécificité humaine. Il se réfère aux travaux de Winnicott portant sur la préoccupation maternelle primaire, pour s'intéresser aux particularités du lien mère-bébé et père-mère-bébé. Les liens entre les approches théoriques et cliniques sont également soulignés par E. Goldbetter et M. Delage,
qui relie les approches psychanalytiques et systémiques. Pour ce dernier, la théorie de l'attachement est particulièrement reliante, en permettant de conjuguer l'expérience interpersonnelle et l'expérience subjective vécue et propre à chacun. Les nombreux travaux auxquels elle a donné lieu, sa méthodologie et les connexions qu'elle crée avec l'éthologie, la biologie et les neurosciences en font un bon support pour établir des ponts interdisciplinaires. Et Goldbetter se réfère aux travaux d'Anna Maria Sorrentino, thérapeute familiale de l'école de Milan, qui décrit l'évolution de son groupe depuis la publication des jeux psychotiques dans la famille, notamment grâce à la lecture des travaux sur l'attachement. Anna Maria Sorrentino, comme d'autres thérapeutes familiaux, est désireuse de passer de la vision dyadique de la relation proposée par la théorie de l'attachement à un point de vue triadique. Selon elle, la perspective évolutionniste, en particulier en référence aux travaux d'Elisabeth Fivas de Perzinge, jointe aux apports de la théorie de l'attachement, permet de mettre en évidence les besoins des patients en humanisant l'approche du thérapeute familial. Quant à Bing Hall, proche collaborateur de Bowlby, il a introduit notamment le concept de base de sécurité familiale, comme la configuration relationnelle au sein de laquelle l'attachement se construit en tenant compte des influences mutuelles des attachements de chacun des membres de la famille. La base de sécurité familiale offre un réseau fiable de sécurité qui assure à chacun des individus qui composent la famille de trouver en son sein une solidarité suffisante pour que chacun collabore au soutien de celui ou de ceux qui en ont besoin, ainsi que des conditions de vie suffisamment stables et sécures et un réseau fiable de relations d'attachement. Alliant la théorie de l'attachement à l'approche systémique structurale, Bing Hall sera particulièrement sensible à la transmission transgénérationnelle de la sécurité des attachements familiaux. Cet auteur signale par ailleurs que Bowlby était favorable à une prise en compte de l'entièreté de la famille dans l'élaboration de la théorie de l'attachement, mais que cet aspect était bien trop complexe à investiguer d'emblée, ce pourquoi Bowlby s'est intéressé à la dyade bébé figure d'attachement. Si nous nous penchons à présent sur une lecture psychopathologique des troubles, nous notons avec Niels Peter Rigard que les troubles de l'attachement ne sont pas clairement définis. Tout en cherchant à répertorier les signes selon les âges de développement, l'auteur introduit dans sa description des notions qui invitent également à complexifier la question. Presque tous les enfants atteints de troubles de l'attachement montreront de faibles capacités de base de discrimination sensorielle. Ils seront très attentifs à ce qui se passe autour d'eux, et ils seront très inconscients de ce qui se passe en eux-mêmes. Cette carte sensorielle faible est probablement le signe avant-coureur d'une faible conscience de soi dans le développement de la personnalité. Nous rejoignons Rémi Pouilloello qui, dans la préface de l'ouvrage de N.P. Rigard, pose l'affirmation suivante. Ces enfants sont des enfants normaux, dont le comportement anormal est dû à un environnement précoce anormal. En effet, ce qui est malade n'est ni l'enfant, ni la famille, mais le lien parent-enfant insuffisamment mentalisé. Leur immaturité les empêche d'accéder à une capacité à être seuls, à un sentiment continu d'existence. Les troubles de l'attachement ne sont pas spécifiques à une population donnée. Nous sommes tous plus ou moins des êtres attachés qui tentent à être ensemble séparément, pris dans une solitude qui nous habite et une tentative continue de recherche de l'autre, cicatrice de notre détresse originelle. Le passage de la théorie de l'attachement, à la psychopathologie, trouble de l'attachement, doit s'opérer avec beaucoup de prudence. Une liste de symptômes risque d'opérer un mouvement réducteur qui négligerait la prise en considération de fragilité, marquant différents niveaux. Les concepts winnicottiens de capacité d'être seul et de continuité d'existence présentent, à côté d'autres concepts que nous aborderons progressivement, une piste féconde pour tenir dans une tension indispensable les dimensions intrapsychiques et interpersonnelles en jeu. 2. Une grille de lecture entre courants théoriques pourrait-elle être féconde ? Un débat soutenu s'est engagé depuis les premières publications de J. Bowlby entre la nouvelle théorie émergente, celle de l'attachement, et la psychanalyse. Ces deux théories ont été présentées par nombre d'auteurs comme incompatibles. Cependant, plusieurs psychanalystes, avec comme précurseur S. Lebovici, ont tenté de relever le défi et de soutenir qu'un dialogue était possible. Les publications d'A et Ngedney,
A. Green, Dewey-Delucher, Bagels tentent d'établir des ponts entre courants théoriques. Bagels reprend le concept de pulsion d'attachement, introduit mais très peu développé par Deshanzieux et le présente comme un concept porteur. La richesse de l'argumentation de Bagels en s'appuyant sur les positions freudiennes et sur les avancées lacaniennes nous impose cependant de repenser le point de vue topique de la perspective psychanalytique, afin de pouvoir prendre en compte le fonctionnement dyadique et triadique dans lequel vient s'inscrire l'unité originaire formée par le bébé et ses deux parents. Dans ce développement, soutenu également par Dewey-Delucher, la théorie des pulsions et la théorie des relations d'objets se présentent comme les deux facettes d'un seul et même processus lié au rythme d'alternance entre présence-absence de l'objet. La question centrale qui soutient le développement repose sur le fait que, dans la conception de Bowlby, l'attachement correspond à un besoin primaire de l'enfant. Pourquoi, écrit Bagels, ce besoin primaire ne pourrait-il pas être libidinalisé, au même titre que tous les autres besoins de l'autoconservation, au sein de la théorie freudienne de l'étayage? Pour répondre à cette question, l'auteur s'appuie sur les travaux de M. Ch. Lazny. Ceux-ci permettent d'étudier finement le circuit, en 3 temps, qui relie les besoins d'autoconservation à l'activité fantasmatique de l'enfant. L'étayage sur le corps est très présent aux 2 premiers temps du circuit. Le bébé est dans une recherche active de la source alimentaire, sein ou biberon, lorsqu'il a faim, c'est le premier temps actif. Il pourra s'apaiser dans un temps d'attente, de plaisir éprouvé sur son corps propre au second temps auto-réflexif ou auto-érotique. Le 3e temps du circuit, beaucoup moins facilement observable que les 2 autres, est celui de l'accès à l'intersubjectivité où l'enfant devient capable de s'offrir lui-même comme objet de la pulsion de l'autre, d'intéresser sa mère, de susciter un plaisir partagé. Une défaillance de ce 3e temps a des effets marquants sur le temps de l'auto-érotisme. L'enfant n'est pas dans cette attente apaisante de la présence, mais dans une détresse profonde qu'il compense avec des moyens encore peu élaborés, agitation, repli autistique. Cette observation très minutieuse permet de soutenir qu'une métapsychologie de l'absence et une métapsychologie de la présence s'avèrent absolument indissociables. L'absence et la présence de l'objet sont étroitement intriquées. Le pont, jeté entre la théorie de l'attachement et la psychanalyse, souligne combien les 2 théories se soutiennent l'une l'autre, sans se fondre dans un commun dénominateur réducteur. L'analyse des ouvrages en systémique s'inscrit dans un mouvement similaire. Les nombreux dossiers et ouvrages collectifs parus récemment sur les articulations possibles entre la théorie de l'attachement et la théorie systémique mettent également en évidence plusieurs points de convergence. La recherche de Pinel-Jacquemin intègre la théorie de l'attachement à la théorie du système familial. Ces résultats montrent en effet que les représentations d'attachement recouvrent une réalité différente pour l'ensemble des membres de la famille. Différentes composantes du système familial entrent en jeu selon les protagonistes. Par exemple, pour le père, les relations conjugales et les relations parents-enfants sont étroitement liées, ou encore, pour l'aîné, le style éducatif paternel joue un rôle dans la perception de son lien d'attachement à ses parents, alors que cette variable est absente pour le cadet. Cependant 2 variables sont communes à l'ensemble des membres d'une même famille. L'alliance parentale, elle fait référence au degré de coopération entre les parents dans leurs rôles parentaux et peut être soutenante ou déstabilisante, et la sécurité familiale, c'est-à-dire l'idée que la famille puisse, dans les situations difficiles, servir de base de sécurité à chacun de ses membres. En ce qui concerne la problématique du placement des enfants en famille d'accueil, se pose donc la question de savoir comment les relations d'attachement créées dans la famille d'origine s'articulent avec celles qui se construisent dans la famille d'accueil. Plusieurs auteurs, dont Séverine Heuillet, montrent que les fonctions incombant à la figure d'attachement peuvent être occupées au moins par un autre adulte, professionnel ou non, en plus de la première figure d'attachement, souvent un parent, au moins dans la quotidienneté des soins, afin de participer à la sécurité affective de l'enfant. Ainsi, il est possible de répondre aux besoins affectifs de continuité et de cohérence de l'enfant par un environnement d'accueil suffisamment contenant, disponible et impliqué. Les nombreuses études menées par M. Main sur le lien entre les représentations d'attachement chez le parent et la sécurité d'attachement de l'enfant
ouvre la voie à la prise en compte des liens subtils et complexes entre l'intrapsychique, l'intersubjectif et l'interrelationnel dans une perspective dynamique et diachronique. Les représentations d'attachement sont intériorisées très vite et restent stables toute la vie. Pourtant, stable ne veut pas dire immuable. Les rencontres, les expériences relationnelles positives peuvent assouplir ces représentations si, et à condition qu'elles entraînent un remaniement cohérent de ces représentations internes dans une mise en récit cohérente où les représentations et émotions sont liées. Émergence de concepts porteurs. Durant tout le processus d'analyse de la littérature et d'élaboration croisée, des étudiants en psychologie, Université catholique de Louvain, sont venus s'associer au séminaire et ont travaillé sur ces thématiques durant leur mémoire de maîtrise en sciences psychologiques. Les premiers ont abordé, de façon plus générale, les liens entre les référentiels théoriques. Par la suite, plusieurs mémoires se sont centrées sur les concepts qui se dégageaient de ce premier mouvement. 1. L'étayage. La notion d'étayage a été introduite par Freud pour rendre compte de la relation étroite qui existe entre la pulsion sexuelle et certaines fonctions corporelles. Ainsi, en ce qui concerne l'oralité, la satisfaction de la zone érogène chez le nourrisson est d'abord étroitement liée à la satisfaction du besoin de nourriture, puis le besoin de répétition de la satisfaction sexuelle se sépare du besoin de nutrition. Le concept d'étayage permet d'établir à la fois une opposition et une relation entre les pulsions sexuelles et les pulsions d'autoconservation, comme le font remarquer Laplanche et Pontalis. Les pulsions d'autoconservation sont prédéterminées par l'appareil somatique et se situent au niveau des fonctions et des besoins, tandis que les pulsions sexuelles s'en détachent secondairement pour devenir autonomes, tout en restant étayées sur les fonctions corporelles. L'étayage relie, dans les premiers écrits freudiens, deux types de fonctionnement, à la fois la satisfaction, d'être allaité, et la séparation. Au fil de ses publications, Freud fait évoluer le concept d'étayage et le complexifie. Dans une reprise post-freudienne, RKS développe trois composantes de l'étayage: appui, modélisation, reprise, inscrites dans une temporalité logique. C'est le troisième temps, le temps de reprise ou d'après-coup qui nous intéressera particulièrement bien qu'il soit étroitement articulé aux deux autres temps. Prenant en considération une dynamique de continuité et de discontinuité, ce temps de reprise autorise une réélaboration, une transformation effectuée au sein même de l'appareil psychique, hors de notre espace habituel et imperceptible directement par nos sens. Comme le souligne Dewey Delutcher, l'amour de l'objet et l'auto-érotisme coexistent tout au long de l'enfance. Les conditions de satisfaction ne sont pas les mêmes. L'amour de l'objet est dirigé vers une personne réelle, un autre du proche entourage. Cette interaction interpersonnelle donne matière à des représentations mentales et à des comportements interactifs. Le but consiste en la réponse d'autrui, l'intention finale étant d'être aimé par l'autre. À la différence de l'amour de l'objet, la sexualité infantile se construit à partir d'une exigence interne et obtient sa satisfaction dans une activité auto-érotique psychique et ou physique. L'objet représente seulement ici l'acteur appelé à tenir un rôle dans le scénario imaginaire. En distinguant fondamentalement les deux niveaux, la position de Delutcher autorise une reprise élaborative. La sexualité infantile, qui relève de la pure subjectivité propre à l'activité fantasmatique, traite après coup les expériences vécues qui ont accompagné les conduites d'attachement. Elle reprend sur le mode imaginaire les interactions précoces avec la mère et les personnes de l'entourage. Les questions cliniques inaugurant notre propos trouvent sous cet éclairage une avancée tant sur le plan conceptuel qu'au niveau thérapeutique. Il n'est pas étonnant de lire, dans les dernières pages du chapitre que Delutcher consacre à cette question, une réflexion sur les pathologies limites. On sait qu'une activité auto-érotique précoce excessive peut être l'effet d'une privation d'amour. Plus tard chez l'enfant, une agitation non constructive, une incapacité à jouer, qui sont souvent considérées comme un défaut de mentalisation, peuvent être comprises comme la conséquence d'une perte de l'auto-érotisme psychique. Absence de mentalisation et difficulté d'accès à l'activité symbolique sont liées à une pauvreté de la créativité, dépendant directement de la sexualité infantile. Les expériences bonnes ou mauvaises issues des relations réelles
donne matière à des fantasmes sexuels infantiles pauvres qui ne peuvent constituer une protection efficace contre les événements traumatiques réels. Chez les adultes présentant une personnalité limite, tout se passe comme si la sexualité infantile inconsciente, celle qui travaille dans le rêve et l'activité psychique inconsciente, ne jouait pas son rôle pour contrôler et intégrer l'ambivalence pulsionnelle primaire. La pratique de la psychanalyse fait appel de plus en plus à une théorisation qui a déplacé l'axe initial de la conflictualité. Les implications thérapeutiques de ce mouvement théorique sont considérables. Wiedelutscher souligne essentiellement les implications dans le cadre de la cure analytique. L'analyste, par son écoute, son activité associative, ses interprétations, met en mouvement l'activité associative de l'analysant. Il s'agit d'un partage de créativité, co-pensée, qui ouvre la voie à l'auto-érotisme de l'analysant. Ce mouvement de reprise, de transformation sublimatoire permet également une lecture des dispositifs de soins dans lesquels sont impliqués, à titre divers, psychologues cliniciens, thérapeutes, pédopsychiatres, les participants à notre séminaire. Qu'il s'agisse de troubles de la relation précoce, d'adolescents en rupture de lien, d'enfants adolescents adultes en mal de mentalisation, les dispositifs de soins ont à prendre en considération ce travail de lien. La souffrance du sujet propre à ce registre est somato-groupale. Le sujet ne peut se la représenter ni l'éprouver car elle emprunte d'autres voies non psychiques. On pourrait penser que ces souffrances agissent sur la réalité matérielle, celle que S. Freud a opposée à la réalité psychique. Ce double registre de la psyché intrapsychique et intersubjective doit être constamment pensé comme une simultanéité, et non comme une succession. 2. La fonction contenante. La fonction contenante trouve son origine dans la fonction de par-excitation, que S. Freud aborde dès 1920 dans Au-delà du principe de plaisir. Le rôle de cette fonction est de filtrer les excitations extérieures afin de protéger le psychisme. Selon Gilles Laplanche et J.B. Pontalis. La fonction de par-excitation consiste à protéger, schützen, l'organisme contre les excitations en provenance du monde extérieur qui, par leur intensité, risqueraient de le détruire. L'appareil est conçu comme une couche superficielle enveloppant l'organisme et filtrant passivement les excitations. Plusieurs psychanalystes principalement situés dans le courant post-kleinien, tels W. R. Bion, ont développé une forme plus accomplie de la contenance. La fonction alpha, dans la théorie de W. R. Bion, est définie par la rencontre conflictuelle entre un contenu et un contenant. La contenance du contenu permet qu'il devienne alors psychique. En ce sens, la fonction contenante serait un processus actif et intersubjectif de transformation en psychisme. Eubik, à la suite de W. R. Bion, met l'accent sur la corporéité de la psyché ainsi que sur les fonctions contenantes de la mère. Pour elle, la fonction à contenir de la mère va permettre de rassembler les différents éléments de la psyché de l'enfant afin que celui-ci puisse construire son self. On retrouve ici également l'idée reprise dans la théorie de D.W. Winnicott à propos de la préoccupation maternelle primaire définie par l'auteur comme l'état psychologique particulier, quasi symbiotique, qui unit la mère à son enfant et lui permettrait de détecter et d'interpréter les signaux de ce dernier afin d'y répondre au mieux. Les préoccupations de la jeune mère seraient donc, pour un temps, essentiellement orientées vers les besoins de son enfant, à l'exclusion de toute autre chose. Selon D.W. Winnicott, la conflictualité psychique se situe à la frontière entre le dedans et le dehors, dans ce qu'il appelle une ère intermédiaire d'expérience, un espace transitionnel. Pour lui, la conflictualité dépend de la place de l'objet, c'est-à-dire de l'environnement psychique. L'auteur parle d'un environnement contenant. Seul l'objet maternel suffisamment bon est apte à contenir les tensions primitives de la psyché chez le nourrisson. L'idée de porter, de soutenir, de contenir est centrale dans la théorisation de D.W. Winnicott. La fonction de Zolding correspond pour lui à la préoccupation maternelle primaire. C'est dans ce cadre-là que l'enfant pourra ressentir ses angoisses sans danger. Il se peut toutefois que l'environnement ne soit pas assez soutenant. D.W. Winnicott parle alors de menace d'annihilation. Ces enfants, n'étant pas soutenus par l'environnement, vivent leurs angoisses comme un traumatisme. Ils ne perçoivent alors pas de continuité entre eux et leur mère. Par la suite,
D. Anzieux a travaillé sur la frontière entre le sujet et son environnement dans ses travaux sur le moi peau, dont l'une des 8 fonctions est la fonction contenante, qui est exercée par le handling maternel. La sensation image de la peau comme sac est éveillée, chez le tout petit, par les soins du corps appropriés à ses besoins que lui procure la mère. Le moi peau comme représentation psychique émerge des jeux entre le corps de la mère et le corps de l'enfant ainsi que des réponses apportées par la mère aux sensations et aux émotions du bébé, réponses gestuelles et vocales, car l'enveloppe sonore redouble alors l'enveloppe tactile, réponse à caractère circulaire où les écholalies et les écopraxies de l'un imitent celles de l'autre, réponses qui permettent au tout petit d'éprouver progressivement ses sensations et ses émotions à son propre compte sans se sentir détruit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.